Donc, bonjour à tous, moi je vais vous faire une présentation sur l'architecture d'Elmax. Donc Elmax qui est une entreprise qui propose une plateforme de trading sur le web. Donc on va voir quelle est la particularité de l'architecture d'Elmax. Donc d'abord je vais faire un rappel sur les exigences et le contexte particulier du marché d'échange. Ensuite on va voir comment Elmax a pris en compte ces exigences et ce contexte pour analyser le besoin et comprendre l'origine du besoin. Ensuite, je vais vous présenter les quelques conseils que propose Elmax pour répondre aux besoins. Et enfin, la solution qu'ils ont développée qui s'appelle le Pattern Disruptor. Alors déjà, le contexte, donc on est dans un contexte financier, économique, qui s'appelle le Forex, pour Foreign Exchange. Donc c'est un marché d'échange qui est mondial, qui s'arrête jamais, qui est actif 24 heures sur 24. Donc c'est déjà une des premières particularités, il n'y a jamais de pause dans ce marché-là. Ça a un taux de change qui est variable, mais pas si volatile que ça. On a l'habitude de voir sur les sites internet gagner 10 000 euros par heure grâce au Forex. C'est pas grâce à la volatilité qu'on peut gagner de l'argent avec le Forex, mais c'est plutôt avec les effets de levier. Mais bon, ça c'est pas le thème, donc je rentre pas dans le détail. Puisque la volatilité, en fait, je vous ai mis un tableau à votre droite. On voit que la première parité, donc, qui est la parité euro-dollar, donc le taux d'échange entre l'euro et l'US dollar, donc le dollar américain, a une volatilité de 1,31%, donc c'est pas une volatilité énorme par rapport aux autres marchés qu'on connaît, type le CAC 40 ou encore le pétrole. On voit pas trop les chiffres en bas, mais le pétrole par exemple a une volatilité de 4,90%. Donc il y a 42 parités dans le Forex, 42 échanges entre deux monnaies différentes. Et la deuxième grosse particularité de ce marché-là, c'est qu'il génère des marchés très importants. On a en 2010, donc on voit dans ce graphique-là, 4 000 millions de dollars qui sont échangés sur le marché du Forex. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et de très important. Donc ces deux parties-là, le fait que ça ne s'arrête jamais et le fait qu'il y ait un volume quand même très important, ça crée un contexte assez particulier pour le développement de solutions derrière. Donc c'est dans ce contexte-là que Elmax vient s'intégrer. Donc Elmax pour London Multi-Asset Exchange, qui est une filiale de Betfair, le site de paris en ligne qui est à peu près connu par tout le monde. Enfin par ceux qui connaissent. Donc c'est un site de paris en ligne qui propose de parier sur des matchs de foot, des matchs de golf, n'importe quoi. Donc la grosse différence quand ils ont développé Elmax, c'est qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes contraintes. On doit pouvoir, quand on parie sur un match de foot, on est aujourd'hui mardi, on veut parier pour un match de foot vendredi soir. Si notre pari il passe 500 millisecondes après qu'on ait appuyé sur le bouton valider, c'est pas en soi très très grave. Par contre, dans le contexte économique et financier, quand on est sur le marché du Forex, si on clique sur un passage d'ordre où on veut acheter 1 euro pour 1,477 $, si 500 millisecondes après, il est à 1,478 $, c'est plus la même valeur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire au client qui a passé son ordre écoutez, on n'a pas pu traiter votre demande dans le délai imparti? Est-ce qu'on va lui dire on a passé votre ordre mais à 1,478 $, donc vous avez perdu 10 euros, félicitations? Est-ce qu'on va lui dire c'est Elmax qui va rattraper les deltas et donc là on crée une entreprise, enfin une solution logicielle qui d'emblée va rendre l'entreprise complètement déficitaire. Donc voilà, on n'a pas du tout le même contexte. Donc quand ils ont créé Elmax, ils ont dû... Donc ça après c'est un peu la plaquette publicitaire, donc ils se disent spécialisés dans le passage d'ordre de bourse avec une exécution des ordres rapide et anonyme. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un broker. Elmax il propose de passer les ordres à la place du client. C'est-à-dire que les ordres que vous passez via Elmax ne sont pas nominatifs. On ne sait pas que c'est vous, monsieur Noël Jambon, qui avez passé l'ordre. Pour donner un peu de crédit et de sérieux à Elmax et qu'on puisse comprendre pourquoi on s'intéresse à ça, c'est quand même une entreprise qui est agréée par la Financial Services Authority, donc ça donne un petit peu de crédit quand même à ce qu'ils développent.
Donc comme je vous le disais, on a besoin d'une latence faible parce que les cours, même s'ils ne sont pas très volatiles, évoluent quand même un petit peu. Donc pour avoir une latence faible, ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réduire au maximum les délais d'attente entre le moment où l'utilisateur clique sur le bouton et le moment où on fait réellement l'action. Et ils se sont dit, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est d'avoir des dépendances. Quand aujourd'hui on a quand on veut faire une opération, si on commence par déléguer la tâche 1 et la tâche 3 à telle ou telle librairie qu'on ne maîtrise pas, qui fait des choses qu'on ne comprend pas forcément, et surtout dont on ne maîtrise pas les performances, on va avoir du mal à améliorer derrière globalement les performances de l'application. Donc ils se sont dit, pour avoir des performances intéressantes, il faut avoir des dépendances le plus faible possible, et maîtriser ainsi tout ce qui se passe vraiment. En partant de là, ils donnent aux développeurs qui souhaitent s'y intéresser quelques conseils qu'eux, ils ont mis en application dans Emacs et qui, on va voir à la fin, fonctionnent, donc qui ont le mérite d'être intéressants. Donc le premier, je vous les expose les 5 au début, puis après je rentrerai dans le détail de chacun. Le premier, c'est d'utiliser autant que possible la Mechanical Sympathy. Alors la Mechanical Sympathy, ça se base sur un concept très simple qu'on a l'habitude de voir tous les jours en développement, c'est que le software d'aujourd'hui est beaucoup plus performant que le software d'il y a 20 ans. Est-ce que pour autant, nos applications sont 20 fois plus performantes aujourd'hui qu'il y a 20 ans? C'est pas nécessairement toujours le cas. Et les développeurs ont tendance à toujours s'appuyer sur le fait que, de toute façon, mon hardware est surpuissant, j'ai un quad-core de 4 GHz, donc même si je fais des tests qui servent à rien, c'est pas tellement grave. La Mechanical Sympathy, ça se base sur ça. Ensuite, garder le jeu de travail en mémoire. Pour des délais d'accès et des temps de latence, ça paraît aussi évident qu'on n'a pas besoin d'avoir le comportement qui est dans notre data center à Paris et les données qui sont dans un data center à Roubaix. On perd du temps à passer les données de l'un à l'autre. Est-ce que c'est nécessaire, encore une fois? Il se pose la question. Ensuite, écrire du code propre et compact. Bon, ça, voilà. Prendre le temps nécessaire à la modélisation du domaine. Parce que quand on comprend bien le domaine métier, quand on a cerné toutes les facettes du domaine métier, on arrive à le modéliser et à faire un logiciel derrière qui va être simple et qui va avoir un comportement qui sera non seulement prédictible, mais surtout facile à comprendre. Quand un nouveau développeur va arriver sur le projet ou quand on a besoin d'expliquer un projet à des clients ou quoi que ce soit, on a besoin que notre logiciel soit clair, simple, qui puisse se dessiner avec quelques boîtes, quelques flèches, et qu'on puisse rentrer dans le détail, si nécessaire, dans chaque boîte. Mais la modélisation du domaine global, elle doit être bien comprise, et il faut qu'on ait pris le temps de la faire, le temps nécessaire à la faire, ça peut être très long. Et enfin, utiliser la concurrence pour les bonnes raisons, je reviendrai dessus aussi. Alors la Mechanical Sympathy, donc on voit sur ce schéma-là, il est un peu particulier. Donc on a une échelle en gigahertz à gauche qui correspond à la courbe en bleu, qui est la vitesse en gigahertz des CPU, et le diagramme en bâton a son échelle à droite, et c'est le nombre de corps par CPU. Et on a une évolution sur l'axe des abscisses en temps et en précision de gravure sur les die. Donc on voit qu'à partir de 2005 à peu près, les gigahertz, on s'y intéresse plus tellement. Il y en a une grosse évolution qui se casse un petit peu en 2005. On s'intéresse plus à aller un petit peu plus loin. On s'intéresse plus tellement à ça et on se dit, maintenant qu'on est arrivé à quelque chose d'assez important, est-ce que c'est encore intéressant d'aller plus loin? Pas vraiment. Ça coûte cher d'aller plus loin. Et ça n'a pas forcément d'intérêt. La mémoire, par rapport au CPU, c'est pareil. La mémoire a grandement augmenté. Les barrettes de RAM, elles ont multiplié par 10, 100 leur capacité, mais la latence n'a pas tellement augmenté. Donc ça, on ne peut pas tellement se baser dessus. Le temps d'accès à la RAM, bien que la capacité de mémoire soit beaucoup plus grande, le temps d'accès à la mémoire n'a pas tellement évolué. Sur les réseaux, c'est pareil. Pour les gens qui ont la chance d'avoir la fibre jusqu'à chez eux, ceux dont je ne fais pas partie, on a des débits jusqu'à 100 mégabits par seconde avec le FTH, le Fiber to the Home. C'est des débits qui sont énormes, et même plus à la mesure de ce dont on a besoin. À part pour certaines personnes.
dans les sauts locales, dans le réseau cœur de l'opérateur, on arrive à des sauts locaux de moins de 10 microsecondes. Enfin, pour le stockage de données, avant les inondations en Thaïlande, un teraoctet, ça coûtait environ 50 € suivant les marques et suivant les vitesses de rotation. Et puis au niveau rapidité, on a les disques SSD. Donc beaucoup d'évolutions depuis ces dernières années dans le domaine du hardware. Mais finalement, dans le domaine du software, on n'a pas fait de si grandes avancées. Je vais prendre l'exemple de Jackie Stewart, qui est un pilote de Formule 1, qui a gagné 3 fois le championnat du monde de Formule 1. Donc c'est quand même quelqu'un, voilà, sur ses idées dans les compétitions, on peut se fier dessus. Et il disait, lui, un bon pilote, c'est quelqu'un qui sait conduire. Il y a quelqu'un au-dessus quand même. Il y a l'excellent pilote au-dessus. Et l'excellent pilote, c'est celui qui, non seulement sait conduire, bien sûr, mais qui va connaître sa machine, faire corps avec sa machine, savoir comment sa voiture va réagir, anticiper les réactions de sa voiture. Et c'est ça la différence entre le bon et l'excellent pilote. Ensuite, on a Henri Peterowski, qui a appliqué ce concept à l'informatique et qui nous dit que l'industrie du software, sa plus grande avancée, c'est d'arriver à faire reculer en permanence toutes les évolutions de l'industrie du hardware. Voilà, donc la mechanical sympathy, ça se base sur ça. Essayer d'éviter, on se l'est tous dit en développant un logiciel, de toute façon, le hardware va rattraper les erreurs que j'ai faites. C'est très gourmand en CPU, c'est très gourmand en espace disque. Je m'en fous, j'ai un teraoctet de disque dur, c'est pas très grave. Voilà, donc la mechanical sympathy, ça se base là-dessus. Allez. Ensuite, garder le jeu de travail en mémoire. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus les données et les comportements sont proches les uns des autres, plus les délais d'accès et les latences vont être réduites. Si on a, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si on a nos données qui sont dans un data center à Roubaix et notre programme en Java ou quoi que ce soit qui est sur notre PC ici, on va perdre en latence à avoir nos données là-bas et notre comportement ici. Donc LMAX conseille d'avoir les comportements et les données proches en termes de délai d'accès les uns des autres. Ce qui permet en plus de faire évoluer nos applications en proposant des interactions riches. Du coup, si on n'a plus les délais d'accès qui sont énormes entre nos données et nos comportements, on va pouvoir se permettre de faire beaucoup plus d'échanges et du coup de gagner en capacité ou en performance du logiciel. Écrire du code propre et compact. C'est Albert Einstein qui disait qu'un fou intelligent est capable de faire des choses grosses, grandes et compliquées. Mais par contre, ça demande une certaine touche de génie pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour rendre les choses simples et pas expansives à outrance. Donc en fait, la complexité du code, souvent, elle vient de la mauvaise compréhension du domaine métier. Quand on ne comprend pas le domaine métier, on applique à la lettre ce qui est demandé de faire. On ne voit pas les évolutions qu'on pourrait y apporter, on ne voit pas comment ça marche vraiment, et on arrive à dans notre code des black box où on sait ce qu'on rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Et le jour où ce qui se passe au milieu n'avait pas été prévu quand ça avait été développé, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Il se passe des null pointer exception, etc. Et ça, on ne sait pas pourquoi, et personne n'a envie d'aller ouvrir la black box parce que celui qui l'a développé, il est parti il y a 10 ans et il a écrit un truc qui est non seulement pas documenté, mais en plus pas indenté. Voilà, donc pour bien modéliser le domaine, on a besoin d'avoir des responsabilités uniques. Bon, ça on l'a vu en génie logiciel. On a besoin d'avoir des responsabilités uniques. Une classe fait une chose, une méthode fait une chose. On n'a pas une classe qui fait le café, la vaisselle, etc. Une classe fait une chose, une classe a une responsabilité et une méthode a une sous-responsabilité dans la grande responsabilité. Donc bien sûr, il faut bien connaître le domaine métier, connaître les structures de données et la cardinalité des relations. On ne stocke pas de la même façon des données sur des gens que des données sur les animaux d'un zoo. Donc il faut savoir de quoi on parle et essayer d'aller comprendre de quoi on parle.
Enfin, pour une dernière partie, donc un peu plus technique sur le dernier conseil, sur la concurrence, LMAX nous dit qu'il y a 2 principes qui doivent tout le temps être respectés quand on fait de la concurrence. Et faire de la concurrence pour les bonnes raisons. Quand on veut faire de la concurrence, on a ces 2 questions-là à se poser. Comment je vais gérer l'exclusion mutuelle? Comment je vais gérer la visibilité des modifications? Alors l'exclusion mutuelle, c'est simple, hein, c'est thread A qui accède à donnée A, enfin donnée 1. Comment je dis à thread B qui ne peut pas y accéder? De quelle façon je le fais? De quelle façon ils s'excluent mutuellement? La visibilité des modifications, bah, c'est thread A à modifier un truc, à modifier une donnée. Est-ce que thread B va les voir pendant qu'il les modifie? Est-ce qu'il va les voir une fois qu'il l'aura déverrouillé? Est-ce qu'il va les voir que 3 secondes après? C'est ça, ces 2 questions-là, il faut se les poser pour savoir comment on va mettre en place la concurrence dans l'application qu'on veut développer. Alors avec ces conseils-là, on réussit à avoir, donc avec un thread sur un processeur classique, environ 3 milliards d'instructions par seconde. Alors l'unité qui est après, bon ça c'est K, c'est 1000, hein. TPS c'est transactions par seconde. C'est une unité qu'utilise LMAX, c'est pour faire une transaction. Donc une transaction c'est j'achète $10 en euros. Donc en ne faisant rien, en laissant le code comme il est dans la plupart des entreprises, on est à 10 000 transactions par seconde. En écrivant un code propre, bien organisé, on arrive, donc en suivant les conseils d'Einstein, on arrive à 100 000 opérations par seconde. Et enfin, avec des tests de performance et un domaine très bien modélisé à l'origine, on arrive à 1 million de transactions par seconde. Donc ça c'est des chiffres selon LMAX, hein, c'est pas... donc on arrive à des ratios quand même énormes entre 10 000 et 1 million. Et ils nous disent que eux, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Au début, ils avaient un code qui était pas terrible, qui était le code classique qu'on a dans les entreprises. Ils l'ont transformé en code propre et organisé, ils ont gagné un ratio de 10, et après, ils ont fait des tests de performance dessus. Sachant que les tests de performance, c'est beaucoup plus compliqué à écrire. On l'a vu quand on a fait des tests JUnit. C'est beaucoup plus compliqué à écrire un test de performance que d'écrire le code cible lui-même. Parce que quand on veut faire quelque chose, quand on a un comportement, qu'on a compris un comportement, on sait comment on va le faire. On a l'habitude de l'avoir déjà vu, on dit, bon tiens, là je vais faire une boucle qui va m'augmenter chaque fois de 1. Mais comment je vais le vérifier? Ça, c'est une notion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On n'a pas l'habitude de se poser cette question-là. Comment on va le tester? On sait que notre code il est performant, ou on sait qu'il n'est pas performant, mais comment le prouver? Parce qu'on le sent, c'est un feeling, on sent qu'il est performant ou pas. Mais comment le prouver factuellement qu'il est vraiment performant? Ça, c'est compliqué. Donc voilà, ces quelques conseils qui sont proposés par LMAX. Donc en plus de ça, LMAX, ils ont également développé un nouveau pattern qui s'appelle le pattern disruptor. En français, ça veut dire perturbateur. Disruptor parce qu'ils avaient un problème lié à la trop forte corrélation entre producteur-consommateur et stockage des données, générant des latences trop élevées. Donc comme ils sont toujours à la recherche de la latence minimale possible, ils avaient ce problème-là. Donc là, c'est typiquement en Java, hein, par exemple une array blocking queue. Ça avait des latences qui étaient trop élevées et qui les empêchaient d'atteindre leur objectif. Donc ils se sont dit, on va faire autre chose, on va remplacer les array blocking queue, on va faire quelque chose de nouveau qu'on va inventer de toutes pièces, presque de toutes pièces. Et donc on va créer une alternative haute performance au fil d'attente borné pour l'échange de données entre threads concurrents. Donc on aura 2 threads concurrents qui veulent accéder au même type de données, mais qui ne vont pas y accéder d'une façon qu'on a l'habitude de voir. Donc pour faire ça, et au centre de ce pattern disruptor, on a ce qu'on appelle un ring buffer. Alors un ring buffer, c'est un buffer classique, sauf qu'il a la particularité d'être en anneau. Il va être, lui, au centre du disruptor, puisqu'il va permettre de passer les données d'un contexte à un autre. On aura les différents contextes, donc les différents threads en fait, qui vont accéder à ce ring buffer d'une façon particulière, qu'on va voir après. Et c'est ce ring buffer qui va vraiment être au centre de l'échange des données. Donc le ring buffer, sa mémoire est préalloquée au début de l'application. La taille d'un ring buffer, LMAX communique pas trop là-dessus. Ils disent qu'il faut l'adapter aux besoins de notre application. Donc
après à chaque développeur de faire ses tests pour voir quelle taille de ring buffer est intéressante dans son application. Comme c'est un tableau, on a un modèle prévisible d'accès. Quand on veut accéder à la 4e case, on sait qu'on accède directement à la 4e case et qu'on ne va pas se faire 0, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de garbage collection car les modifications sont faites en place. Donc on n'a pas de perte au niveau temps processeur et au niveau mémoire pour le garbage collector, puisque les modifications sont faites en place. Quand on prend une donnée, on la remet au même endroit. Et donc voilà, donc on a un pointeur qui est le ring buffer vers la case du tableau qui va être immédiatement disponible après. Donc voilà, le disruptor, en gros, c'est ça. Oula, c'est large. Donc on a le ring buffer que je vous ai présenté avant qui est au centre vraiment de ce pattern-là. Autour de ce ring buffer, on a deux barrières, la barrière producteur et la barrière consommateur. Donc on est dans un modèle producteur-consommateur. Hein. On a la barrière producteur qui va gérer les interactions entre les producteurs et le ring buffer. Et de l'autre côté, on a la barrière consommateur qui va gérer les interactions entre le consommateur et le ring buffer. Et en fait, c'est ces barrières-là qui créent la particularité de ce pattern. Là, c'est un schéma simple, comme c'est écrit en haut. On a un producteur, un consommateur. Mais on pourrait très bien avoir 200 producteurs et 8000 consommateurs. Sauf que dans ce cas-là, comment on ferait donc avec un système classique type array blocking queue, chaque thread irait voir en permanence, alors suivant les politiques d'accès qu'on définit, mais irait voir par exemple toutes les 500 millisecondes, est-ce que j'ai quelque chose à consommer, est-ce que j'ai quelque chose à consommer. Là, avec ce système-là, ils passent tous par la barrière consommateur. Et donc c'est la barrière consommateur qui va faire les demandes pour les consommateurs. Et donc centraliser toutes les demandes des consommateurs et de façon équivalente du côté producteur, centraliser toutes les demandes de commit des producteurs. Et donc l'accès à la mémoire, à l'écriture vraiment ou à la lecture vraiment sur la donnée, qui est finalement ce qui prend le plus de temps, va être réduite à uniquement un accédant en écriture et un accédant en lecture. Et c'est ça qui va nous faire gagner considérablement du temps. Voilà. Donc j'ai un... Je ne sais pas si on voit pas trop mal. Le diagramme de classe du disruptor, donc on voit toujours je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, à peu près, le ring buffer qui est toujours vraiment central dans cette architecture. On a, donc dans le ring buffer, comme on met par exemple des integers dans une array list, là dans le ring buffer, il nous propose une interface qu'on va pouvoir implémenter qui s'appelle entry. Donc dans le ring buffer est un ring buffer d'entry. Bon, on a une entry factory qui remplissent le ring buffer. De l'autre côté, on a nos deux barrières, la barrière consommateur, la barrière producteur. La barrière consommateur, elle a des stratégies pour aller voir dans le ring buffer qu'est-ce qui a été modifié. Est-ce qu'il y a des nouvelles entries à consommer? Elle a 3 stratégies pour accéder à ce ring buffer, donc la busy spin, yielding et blocking. Je ne suis pas tellement rentré dans le détail des différences entre les 3, mais en gros, il y en a un qui va demander en permanence, il y en a un qui va attendre un petit peu, il y en a un qui va le demander et tant que je ne l'ai pas, j'attends. Voilà, bon, en gros. Une fois qu'elle a sa séquence dans le ring buffer, elle va l'envoyer à son consommateur, celui qui lui a demandé quelque chose. Le consommateur, une fois qu'il a récupéré son entry, il va soit la détruire parce que c'est le besoin de comportement du programme, soit il peut avoir envie de remettre son entry dans le ring buffer. Et dans ce cas-là, il va passer par la barrière producteur. Et là, on arrive donc à la barrière producteur. Donc à chaque fois, on a un numéro de séquence. Hein. Vous avez vu dans le ring buffer, il y a des numéros de séquence, c'est un tableau. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La barrière consommateur, quand elle envoie une entry au consommateur, elle lui donne également le numéro de séquence. Donc le consommateur, s'il veut remettre dans le ring buffer, il va repasser par la barrière producteur et réclamer au ring buffer une place, enfin la place à laquelle on était, pour réinjecter l'entry dans le ring buffer. Et on peut, par exemple, un cas où on réintègre des paquets, des entries dans le ring buffer, c'est par exemple quand il y a plusieurs consommateurs différents. Un qui va
pour un exemple bête, le premier qui va prendre la valeur, la mettre au carré, et le deuxième qui va la prendre et faire la racine. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est un exemple. Donc voilà, on a le ring buffer. La barrière producteur, c'est pareil, elle a deux stratégies pour aller réclamer de la place dans le ring buffer. Parce que c'est pas sur le diagramme de classe, mais on a également le producteur qui peut dire à la barrière producteur, voilà, moi j'ai créé ça, mon comportement m'a fait créer cette entry, j'ai envie de la mettre dans le ring buffer pour qu'il soit consommé par les consommateurs. Bon bah là c'est pareil, pour les stratégies de réclamation, on a également deux stratégies, une single thread et une multithread. Alors la single thread, j'ai pas compris à quoi elle servait, parce qu'ils disent que c'est beaucoup moins performant que la multithread. Donc apparemment, je pense qu'il y a des cas où c'est peut-être plus intéressant d'utiliser la single thread, particulièrement sur des machines pas trop puissantes, je sais pas trop. La multithread, elle va permettre en fait d'utiliser le système CAS, qui est en fait une barrière mémoire au niveau du processeur et donc sans passer par le système d'exploitation, pour aller faire une modification sans avoir besoin de verrou. Donc en Java, le type qui l'utilise, c'est atomic long ou long atomic, je ne sais plus. Et donc le CAS va permettre de gagner beaucoup de temps en évitant de faire des locks. Et donc c'est le multi-threaded claim strategy qui utilise le CAS. Donc le mieux c'est d'utiliser multi-threaded et puis une des trois suivant. Alors il y a des explications, si vous avez une machine très puissante et que vous vous en foutez des montées en charge des processeurs, utilisez plutôt BuzzySpin. Si vous avez une machine pas trop puissante mais que vous voulez que ça soit quand même assez intéressant, utilisez plutôt Yielding. Et si vous avez une machine qui est vraiment radée pâquerette, utilisez plutôt Blocking. Bon. Après on fait son choix suivant toujours les besoins de l'application. Donc maintenant, bon, le disruptor, on voit à peu près comment ça fonctionne. On a le ring buffer au centre, on a les deux barrières de chaque côté, autant de consommateurs et de producteurs de chaque côté qu'on le souhaite. Donc maintenant, on va voir je vais vous présenter les tests qui ont été faits par Elmax avec un processeur de 2,2 GHz. Donc bon, c'est un processeur i7 que tout le monde connaît par cœur grâce à la présentation de Guillaume. Donc un processeur i7 2720 QM. Et le test qu'on fait, c'est injecter 50 millions de paquets à 1 microseconde d'intervalle. Donc on a des producteurs qui, toutes les microsecondes, injectent un paquet dans le ring buffer et le consommateur le prend, le drop. Et donc on fait tourner comme ça dans le ring buffer les 550 millions de paquets. Alors on a une comparaison. Donc on a des différentes latences, donc toutes les latences qui sont proposées par Elmax. On a la latence minimale significative, 99% qui sont sous, 99,99% qui sont sous, et la latence maximale. Bon, ce qui est intéressant, c'est surtout la comparaison entre la array blocking queue et le disruptor. Donc là, on a des temps en millisecondes, et à la fin, je vous ai rajouté une colonne ratio pour voir le ratio entre la array blocking queue et le disruptor. Donc en latence minimale, on a un ratio de 5. Le disruptor est 5 fois plus rapide qu'une array blocking queue, qui est apparemment, selon Elmax, est considéré comme un des systèmes qui gèrent la concurrence les plus efficaces de Java. Bon, je ne suis pas un expert. En latence significative, donc je suppose que c'est la latence moyenne, le disruptor est 630 fois plus rapide que array blocking queue. Donc c'est quand même, bon, et après il y a d'autres chiffres, 99% sont sous, là on a atteint un ratio qui me paraît complètement délirant, 16 400 fois plus rapide. Ça me paraît énorme, mais bon, c'est ce que Elmax nous donne. C'est pas plus rapide, c'est qu'il y en a plus qui sont en dessous. 16 000 fois qui sont, non, parce que... qui sont en dessous. Non, parce qu'en fait ça c'est des millisecondes. Donc 99% sont en dessous de 2 secondes. Et donc sur la moyenne en millisecondes des 99% qui sont en dessous, le disruptor est 16 400 fois plus rapide. Non ? Il y en a plus qui sont rapides. Ouais, il y en a. Ouais, oui, bah oui, du coup oui. Il y en a plus qui sont rapides. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est 16 000 fois plus rapide. Pour moi, dans 99% des cas, il est 16 400 fois plus rapide. Le ratio de la latence minimale, c'est juste qu'il y en a plus. Il y en
Bon, alors dans 99% des cas, il y en a 16 400 fois plus rapide. Bon, voilà. Bon, quelle que soit de toute façon l'unité, on voit que les ratios sont quand même assez importants. Même dans la latence moyenne, il est quand même 630 fois plus rapide. On n'est pas à 2 fois, 10 fois, on est à 630 fois, c'est quand même un ratio énorme. Donc on voit que le disruptor, c'est un pattern qui a été créé par LMAX et qui est quand même relativement efficace, donc sur lequel il est intéressant de se pencher. Voilà, donc sur ce slide, je vous ai mis des liens, parce que c'est très difficile de trouver des informations sur le disruptor, etc. Bon, déjà, c'est que en anglais, et les documentations sont pas nécessairement claires. C'est assez... il y a beaucoup de choses qui sont assez obscures, peut-être que ça se voit dans ma présentation qu'il y a des choses qui sont un peu obscures. Donc le premier, c'est le site commercial de LMAX, lmaxtrader.co.uk. Ensuite, il y a un blog sur la mechanical sympathy qui est très intéressant pour un développeur. Le code source du disruptor sur Google Code et le blog d'un développeur, Mechanitis sur Blogspot, qui explique. C'est le seul site c'est le seul site que j'ai trouvé qui explique le disruptor. Donc toutes mes explications du disruptor sont basées sur le blog de Mechanitis. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. Ouais, Ludovic, pardon. Il y a des exemples d'autres projets, enfin d'autres développements qui utilisaient le disruptor ou c'est vraiment juste propre à LMAX? Alors, j'ai pas trouvé d'autres entreprises que LMAX qui ont utilisé ce truc-là, enfin qui le vantent en tout cas. Après, il y en a peut-être qui l'utilisent sans le promouvoir, mais LMAX l'utilise, c'est sûr, dans son application. Maintenant, le disruptor, non, j'ai pas vu sur des sites internet, nous utilisons le disruptor de Betfair, non, j'ai pas vu ça. Xavier, j'en prie. Slide 17. En gros, le ring buffer, là, il permet de nous placer des problèmes de concurrence, compris. Et là, est-ce que tu ne fais pas juste reporter justement le problème de concurrence au niveau des consumer barriers et des producteurs Alors, ça sert à deux choses. Déjà, ça permet de centraliser. Les barrières, elles permettent de centraliser. Parce que là, c'est un schéma simple, mais tu peux t'imaginer que les producteurs et les consommateurs, il y en a déjà beaucoup. Donc déjà, ça centralise le problème de concurrence. Et le problème de concurrence, ensuite, il est un peu éliminé par ce que j'expliquais après dans le diagramme de classe, le fait qu'on utilise le CAS, le Compare and Switch. Le Compare and Switch, en fait, il évite de faire des verrous qui sont très coûteux en latence. Ça évite de faire des verrous et ça utilise des barrières mémoire dans le processeur. Bon, alors après, je suis pas... ça utilise des barrières mémoire qui font que en fait, l'accès est maintenu... Enfin, il y a une exclusion mutuelle sans avoir de verrou. Ok. Ouais. Tu dis que vous pouvez récupérer le code source là, du disruptor, c'est quoi? C'est une implémentation du ring buffer et du... Ouais, complètement. On a tout un... Tu rajoutes une boîte noire dans ton code. Comment ça? Là, tu sais pas trop comment ça... Enfin, tu sais à peu près comment ça marche, mais tu sais pas comment ça... Oui, je suis d'accord. Enfin bon, LMAX a créé le disruptor, ils ont décidé de le proposer. Bon, après, libre à chacun de l'utiliser, quoi. Voilà, comme précise Mickaël, le disruptor t'as le code source. Donc même si c'est une boîte noire qui est relativement bien faite. Sylvain? Je sais pas sur les dates, c'est ça. Le disruptor, là, par exemple, le code source, on peut le démarrer depuis quand? Depuis quand? Je crois que ça fait, je sais pas exactement, mais je dirais que ça fait 2-3-4 ans, quelque chose comme ça que ça existe. Comment ça se fait si c'est si bien? Il y a forcément une quelque part. Je l'ai pas trouvé. Je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi c'est pas si utilisé que ça. Alors, par exemple, c'est sur quoi? Comment ça? Les ajouts et les retraits, c'est des entiers? Oui. C'est... Non, c'est... Déjà, dans une array blocking queue, c'est des génériques, il y a du wrapping et unwrapping. Si eux, ils l'ont développé avec des int, boum. Deuxièmement, c'est un tableau
a une dimension dans la règle de KingQ. Ouais. Si tu as un ring buffer, ils ont réinventé le buffer circulaire que vous avez dû voir en long, en large et en travers, en algo et en système. Donc a priori, ça veut dire que tu n'as pas de décalage à faire. Bon, Non, il n'y a pas de c'est décalage. merveilleux, mais bon, ça fait déjà 2 trucs qui doivent te... Alors peut-être ça explique pas tout, mais ça explique déjà des gaps en termes de performance qui me semblent super importants. Parce Ouais. que la généricité, le wrapping, unwrapping, si tu le fais sur des objets string et qu'il faut te recogner le développement de la totalité pour avoir un disruptor qui marche avec des strings, bah alors eux ils en ont peut-être pas besoin, c'est peut-être des entiers ou des floats qui manipulent, je sais rien. Bah, en fait, ils manipulent des entries. Hein. On fait implémenter. Enfin, ce qu'on veut mettre dedans, on le C'est fait. générique, on le l'entry, là. On le fait. Oui, oui. On le fait. On peut mettre ce qu'on veut, quoi. Enfin, n'importe quoi peut implémenter C'est pour ça entry. que je pose la question de savoir est-ce que le test était fait avec Le entry test- ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Le test est fait avec entry et j'ai dit une bêtise, c'est même pas des integers, c'est des chaînes de caractères justement, il me semble qu'ils mettent dedans. Donc c'est un entry, une implémentation d'entry qui contient une chaîne de caractères, un getter, un setter et qui permet de faire ça, c'est tout. Parce que l'argument que tu as donné sur le GC à un moment donné me paraît un peu surprenant parce que autant là-dedans qu'en Java classique, en général, c'est des références. Et donc allocation, déallocation, c'est seulement si tu jettes les choses, quoi. C'est-à-dire que Voilà, le c'est nom ça. du consommateur. Mais quand on utilise une file standard type FIFO, Ouais. on prend le producteur vient mettre des choses dedans, ça s'entasse. Ensuite, le consommateur arrive, il prend quelque chose, il en fait ce qu'il en a à faire. S'il a besoin de le remettre, il le remet au-dessus de la pile. Mais dans tous les cas, c'est une référence. Et là, tu compares entre un array blocking queue qui est Ouais. c'est backé par un tableau. Hum. Et là, tu es backé par un tableau aussi. Ouais, un Dans tableau tous les aussi, cas, que Ouais. tu stockes un entier, que tu stockes un pointeur, que tu stockes une référence, tu vas pas le jeter. Et même sur ton tableau, il a été alloué au one shot. Donc je veux pas... Là où le GC se met en route, c'est si tu as des objets un peu autour qui sont à allouer et désallouer. Donc si tu étais sur une structure avec des maillons qui sont chaînés, il faut que tu alloues le maillon, que tu libères le maillon. Ok. Quand tu crées une string et que tu libères la string, là tu as besoin de GC qui se débloque. Ouais, bon, c'est vrai que la comparaison, elle était faite quand il parle de ça. La comparaison était vraiment faite sur pas forcément le Harim Locking Queue, mais sur vraiment la file d'attente FIFO où on prend un objet, après on le jette. Si on a besoin d'en faire un nouveau, on en crée un nouveau, on le réempile dessus. Et c'est ça qui est considéré comme lourd. Et par rapport à ça, le disruptor au niveau du GC est beaucoup moins gourmand. Après, effectivement, il y a un autre truc, c'est ce que tu disais sur les. Alors, je sais pas quel est le nom en termes d'implémentation sur les processeurs d'accès direct pour pouvoir faire une modification sans avoir besoin de prendre de synchro. Ouais. Et ça, l'implémentation d'Array Blocking Queue, je pense qu'effectivement, elle est générique. C'est avec un moniteur, enfin pas des moniteurs, mais des locks et des comment on appelle ça, des trucs pour faire les signaux et wait, Des flags, non? Hein, Des flags? conditions. Voilà. Des conditions, voilà. Donc des conditions et des trucs, et l'implémentation par défaut de ce truc-là, c'est pas avec des atomiques références, Non. c'est pas des trucs comme ça. Dans- Donc là, dans- s'ils ont une implémentation qui est purement basée là-dessus, ça marche, sauf que la portabilité, elle en souffre aussi, parce que si ton processeur te l'offre pas, t'es coinqué. C'est vrai. C'est vrai, mais... Il y a plusieurs endroits où... C'est vrai, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Là, c'est vrai que sur certains processeurs, ça peut poser des problèmes de barrière mémoire sur le processeur quand on descend vraiment profond dans le processeur. Après, quand on a le système qui s'y prête, les tests qu'ils ont faits, j'imagine que les tests qu'ils proposent, de toute façon, c'est les tests qui les mettent le plus à leur avantage. Après, c'est peut-être pas toujours le plus évocateur de la réalité, quoi. Dans tes 5 thèmes, là, tu avais Ouais. annoncé au début, que tu as traité après, là, il y en a un qui était sur la concurrence. Et Ouais. tu repasses, alors je ne sais plus comment c'était, mais c'est de faire de la concurrence quand c'est nécessaire, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment c'était. Là ou celui d'avant, carrément? Ouais, celui où tu donnais les 5 Utiliser la concurrence pour les bonnes raisons. pour les bonnes raisons. Voilà, alors en fait, Par rapport à ça, ce que tu as mis dans ton slide qui traite de la concurrence, je vois pas le rapport. C'est-à-dire Alors, en que fait, là, c'est- tu as de la concurrence, quand tu fais de la concurrence, tu dois respecter ces principes. Ouais. Je suis parfaitement d'accord. Ouais, Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la concurrence et sous-entendu, quand est-ce qu'on en utilise alors qu'on ne devrait pas? voilà, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est bon, utiliser les concurrences pour la bonne raison. C'est peut-être un peu vague comme phrase, mais des fois, on utilise la concurrence alors qu'on n'a pas forcément besoin de l'utiliser. On va faire des locks
sur des variables, on va utiliser des sémaphores, des locks, n'importe quoi, alors que c'est pas forcément nécessaire. Et en fait, c'était un peu une introduction par rapport au disruptor derrière qui utilise le CAS, le compare and swap. C'était pour introduire le fait que bon, la concurrence, c'est bien, on utilise des locks, c'est pas forcément intéressant niveau latence, le lock prend énormément de temps. Et est-ce que c'est toujours nécessaire de l'utiliser ? C'est ça, une question qu'il faut se poser quand on utilise la concurrence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? L'utilisation de la concurrence, c'est plutôt l'instrumentation avec de l'exclusion mutuelle, avec des trucs voilà, de ouais. type... D'accord. C'était pour ça que je l'avais... Et le transparent qui est juste après, je crois, où tu parles de test de performance. Le dernier point en bas, tu as dit écrire un test de performance est plus compliqué qu'écrire le code cible lui-même. Et puis tu as fait allusion au fait quand vous écriviez des codes JUnit. Et là, j'avoue que ça me perturbe un petit peu parce qu'écrire un test de performance, c'est pas, à mon sens, c'est pas un test JUnit. Alors, c'est justement pas un test qui est complètement orienté vers la spec, alors que JUnit, a priori, il est plutôt orienté vers la spec. Alors ouais, j'ai fait l'analogie parce que les tests de performance, je crois pas qu'on en fasse. Exactement. J'ai fait l'analogie quand même parce que ça reste un test et que je trouve que même si c'est pas un test effectivement sur les specs, le test de performance, je pense qu'il est compliqué à écrire, il est surtout compliqué à interpréter. Est-ce que c'est normal qu'on ait un résultat de performance comme ça? Donc le test de performance, en fait, j'ai un peu packagé l'ensemble. Tout ça derrière l'étiquette test de performance. Est-ce que c'est normal qu'on ait un résultat qui soit de 500 millisecondes sur cette opération? Est-ce que c'est normal que l'accès à ma base de données il m'ait pris 3 secondes alors que la fois d'avant il m'a pris 500 millisecondes? Et c'est surtout ça la vraie question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cohérent? C'est ça qui fait que écrire un test de performance, c'est compliqué parce que par rapport au code source, le code source, quand on l'écrit parce qu'on a un tel comportement, on a un tel pseudocode, on le transforme dans tel langage de programmation, on sait faire. Enfin, tout le monde sait à peu près le faire. Alors qu'écrire un test de performance derrière et savoir si mon code source il correspond vraiment aux performances auxquelles on pourrait s'attendre et quelles performances on pourrait attendre, ça me paraît en tout cas beaucoup plus compliqué. Et particulièrement la comparaison de... Justifier, c'est une chose, mais globalement, bon là tu parles des salles de marché, mais d'une façon générale, quand on est dans des contextes d'infra avec des serveurs Ouais. Et du code qui tourne dessus, au-delà de la justification de on peut pas faire mieux, par exemple, ce que tu as en tête, là, parce que ça c'est compliqué, ou de comparer, c'est être capable de dire tel bout coûte tant, tel bout coûte tant, et raisonner en termes de test de performance comme on raisonne en termes de soft, c'est-à-dire modulaire. Ouais. Et un truc qui est tout petit, et qui, parce qu'en gros, si on sait chaque morceau combien il coûte, ça permet, si on passe pas, parce qu'il y a la partie conception, on essaye de faire au mieux, puis après il y a la partie... évolution. Ouais, évolution ou surtout... optimisation. Le terme, en fait, optimisation. Tuning, on va dire, pour arriver à avoir des comportements qui rentrent dans ce qu'on veut. Et donc, tuner une application, c'est dire... ça passe pas dans le temps que je veux, donc je dois gagner. Et un petit bout peut paraître négligeable, sauf que s'il est utilisé et exécuté des milliards de fois, il va être plus important à essayer de tuner qu'un truc qui semble coûteux, mais qui est utilisé une fois tous les je sais pas combien. Ouais, c'est sûr. Et c'est plutôt dans ces termes-là, sachant que là, c'est complètement orthogonal à la manière de concevoir. Par contre, c'est vraiment, ça fait appel à la notion de complexité. C'est directement lié à des complexités. Ouais. Qui est effectivement quelque chose, je pense, que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire. Pas moi en tout cas. Non mais, enfin, vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire dans votre démarche que vous avez eue jusqu'à présent. Par contre, vous êtes nombreux à soit avoir là en tant qu'apprenti, soit devoir prendre des responsabilités dans des endroits où on héberge des services sur des serveurs avec des infrastructures réseau, puisque c'est a priori au cœur du métier, et où c'est à cet endroit-là où on va dire, les 30 millions de transactions qu'on traite dans les 6 heures, on sait que parce qu'on rachète machin et bidule les trucs, il va falloir qu'on en traite 3 fois plus, et la nuit, il ne fera pas 3 fois plus de temps que maintenant. Et donc là, il y a un moment donné où le mechanical sympathie, ça suffit plus, quoi. On ne peut pas acheter 3 fois plus de matériel pour... Ouais. Je sais avoir entendu plusieurs fois vos tuteurs en première année dire que même si l'algo, vous n'aimiez pas ça,
pouvait être important pour certains points quand même. Et ça veut dire... T'as les sources? Du disruptor? Ouais. Ils sont en libre accès? Ils sont en libre accès sur le site que j'ai donné à la fin là. C'était pas ça. Code Google. Google Code. De toute façon, on tape disruptor sur Google, c'est le premier truc qui sort. Hein. Parce qu'il n'y a tellement pas de doc que le Google Code sort en premier. Donc oui, les sources sont accessibles. Et il y a ce blog là qui est vraiment le blog sur lequel je me suis le plus basé, qui explique, qui essaye d'expliquer le fonctionnement du disruptor. C'est vraiment les deux sources d'informations principales que j'ai utilisées avec le blog sur la mechanical sympathy. Voilà.